Bonjour André Chabin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur d'Entrevues, de l'association Entrevues, qui s'occupe de la vie des revues en France. Vous êtes donc l'homme des revues en France, celui qui les connaît le mieux. Et depuis bientôt pratiquement 30 ans, bientôt plutôt 27, vous êtes aussi le rédacteur en chef de la revue des revues, et vous êtes aussi l'organisateur du salon de la revue. Bref, la revue, c'est votre vie. Alors, pour parler avec vous de ce que sont les revues, à quoi elles servent, qui sont-elles, que racontent-elles du monde, je voudrais d'abord faire entendre comme une espèce de liste de leurs titres qui racontent quelque chose déjà, on ne sait pas forcément quoi. Jeff Clack, Borborigme, Cassandre, Java, Clio, Z, la moitié du fourbi, Sigilla, Hippocampe, l'ours blanc, serpent, le tigre, l'animal. Effectivement, il y a beaucoup d'animaux dans les vacarmes, dans ces revues qui font un vacarme peut-être tout à fait discret, et c'est de cela qu'on va parler. Et vous, André Chabin, avec toutes ces revues, je vous vois un peu comme plus un frère qu'un père, parce que vous êtes plutôt quelqu'un du fraternel, ou alors comme un Noé qui serait en train de s'occuper de son arche et de mettre tous ces étranges animaux un peu à l'abri pour leur permettre de survivre. Alors quand on étudie l'histoire littéraire du XXe siècle, les noms des revues reviennent très fréquemment comme ayant accueilli les œuvres les plus essentielles. Aujourd'hui, on a l'impression on ignore souvent qu'elles existent, et pourtant elles persévèrent, récalcitrantes dans leur existence. Aujourd'hui, vous allez nous en parler, il y a environ 2000 revues, il s'en crée de nouvelles chaque semaine, et c'est un peu de cela que nous allons parler. Mais d'abord, c'est quoi une revue? Comment est-ce qu'on peut, si ce n'est l'enfermer dans une définition, au moins raconter ce que c'est comme aventure? Ben, vous allez me prendre tout de suite pour un usurpateur, malgré tout ce que vous avez dit, puisque je crois que c'est la chose la plus simple, puisque la revue, je la manipule tous les jours, j'en reçois énormément, et la chose la plus difficile, effectivement, à définir, j'en suis presque incapable, puisque généralement on les définit négativement. Ce n'est pas un livre enfermé sur lui-même avec un nom d'auteur, un titre, un éditeur. Ce n'est évidemment pas un journal dont l'éphémère est le combustible principal. Ce n'est pas non plus un magazine qui, lui, prend un tout petit peu de champ, mais qui a quand même un rapport ancré à l'actualité. Au contraire, la revue, elle prend du champ, elle prend du temps. C'est la première chose qu'on peut dire, c'est-à-dire c'est déjà sa position par rapport au flux, c'est qu'elle le remonte plus qu'elle ne le descend, ou elle l'anticipe plus qu'elle ne le suit. Donc c'est déjà ce rapport, mais ça on en reparlera peut-être plus avant, c'est un rapport au temps tout à fait singulier qu'elle entretient. Donc déjà cet objet paradoxal, qui n'est ni ceci ni cela, mais qui est une affirmation. Qu'est-ce qu'elle affirme, la revue? Eh bien qu'il ait besoin encore aujourd'hui, plus que jamais peut-être, d'explorer, de découvrir, de frayer de nouveaux chemins, de faire entendre de nouvelles voix. Son but à elle, c'est la création, ou en tout cas le soutien de la création. On dit souvent, la revue explore quand le magazine expose. C'est sans doute ce qui les différencie. Alors parfois, mais je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, la frontière est très très faible. On pourrait dire que beaucoup de magazines ont un peu le complexe de la revue. On a vu se développer justement dans les magazines des formes plus longues. Parfois même, ils se sont, par un effet de sessiparité, ils se sont dotés de suppléments qui ont taux d'une revue, etc. Parfois, la revue, c'est bien dommage, elle a le complexe du magazine, en se disant si je reste trop dans ma forme revue, je vais effrayer, je vais apparaître comme un objet justement incompréhensible, donc je vais aller au bord de ce qu'est un magazine, je vais quand même être aux prises avec
la société, les événements culturels, mais en faisant entendre mon ton singulier. Donc vous voyez là, en essayant de ne pas définir ce qu'est une revue, je commence à approcher cet objet, mais de toute façon, toute notre conversation va être placée sous ce paradoxe. C'est que vous avez cité un grand nombre de revues, effectivement, on aurait pu continuer. C'est un univers tellement hétérogène, tellement libre dans ses formes, qu'il est véritablement impossible de dire « ça, c'est une revue ». Voilà, c'est ça, une revue. Bien sûr, il y a des formes canoniques, tout à fait classiques, vous en avez cité quelques-unes, mais il y a des revues qui peuvent être simplement un A4 plié en deux, qui peuvent même n'avoir quasiment pas d'existence papier. Enfin bref, une revue, c'est aussi ce qui la caractérise, c'est l'indépendance absolue, c'est-à-dire qu'elle n'est liée à aucun intérêt financier, commercial. Elle se promène dans le paysage qu'elle s'invente en toute liberté, en toute indépendance. Et alors néanmoins, vous avez parlé souvent de leur forme. Il faut qu'elles aient un corps. Alors c'est quoi un corps pour la revue? Parce que c'est un terme que vous utilisez souvent. Oui, c'est un terme que j'utilise souvent, parce que peut-être que c'est la position que j'ai qui me fait dire ça, c'est que comment les revues sont incarnées par des gens. Enfin, elles ont ce corps singulier qui est un objet le plus souvent imprimé, mais il y a aussi une espèce d'ardeur qui fait que les revuistes sont des militants, j'allais dire, par nature, quoi. Des militants de leur objet, et au-delà de leur objet, de ce que porte leur objet. Donc c'est extrêmement... il y a quelque chose d'attachant dans une revue, puisque, effectivement, elle est score, pas au sens simplement enveloppe physique, mais cette espèce d'énergie en action qui fait que... Vous savez, vous rappeliez moyennement gentiment que ça fait bien longtemps que je suis sur le motif. J'en ai vu défiler par exemple des financeurs de revues dans les différentes institutions. Et tous me disaient, qu'est-ce qu'elles sont pénibles, les revues. Pénibles. Pénibles. C'est agaçant, elles sont toujours à se plaindre, etc. Mais qu'est-ce qu'elles sont attachantes. Finalement, ce secteur qui fourmille, où il y a beaucoup de dossiers, c'est des dossiers, souvent les revues ne sont pas administrativement impeccables, mal ficelées, etc. À la fois, c'est des dossiers que je n'ai pas envie de perdre. J'y suis très attaché parce que je vois, puisque dans la revue, il y a aussi, mais je brûle peut-être les étapes et vos questions, il y a aussi cette espèce de dépense, une espèce de gratuité. Je vais utiliser un mot qui est un peu fort, pourquoi pas. C'est une espèce d'offrande. Oui. On offre quelque chose. Donc, il y a parfois cet énervement. On pense que cet objet n'est décidément pas assez aimé, pas assez financé, pas assez reconnu, etc. Donc, voilà, c'est un objet comme ça, d'une énergie à la fois positive et maligne, parfois. C'est en ça que j'ai dit que la revue est très, très incarnée et que, parfois... puisque parmi les actions, vous citiez le Salon de la Revue, mais on fait aussi d'autres choses. Cette envie d'être, vous disiez, fraternel, oui, cette envie d'être compagnon, de marcher ensemble. Et là, c'est bien un corps qui bouge quand on marche. Alors d'où ça vous vient, cette envie d'accompagner les revues? Quel est votre propre chemin avec les revues? Alors, vous n'en avez pas créé, vous aimez bien le dire, je ne suis pas un créateur. Je ne suis pas un créateur. Mais, non, mais en plus... J'ai pris même une revue en cours de route. La route était encore brève, puisque ça a été créé par différentes personnes, et essentiellement, ça a été incarné décidément, je crois beaucoup à l'incarnation, ça m'inquiète. Incarné par Olivier Corpé, même s'il n'était pas seul à la création, avant que je rejoigne un peu comme d'abord petite main, puis assez vite administrateur, puisque Olivier, dans le même temps, portait... une association, une institution qui est très proche, dont nous sommes très proches, qui est l'IMEC, hein, qui fait finalement pour les mémoires de l'histoire contemporaine, qui fait pour les archives ce que nous faisons pour le présent. Justement, avant que les revues ne deviennent des archives admirables, il faut considérer que ce sont des corps adorables. Donc, mais simplement, quand je suis rentré à Entrevue,
et c'est peut-être là les temps ont sans doute changé, c'est que l'objet revu, dans sa diversité, dans sa complexité, m'était déjà un objet familier. Parce que quand j'ai fait mes études de lettres, enfin faire des études de lettres dans les années 70, je ne sais pas ce que ça voulait dire exactement, mais enfin en tout cas, quand j'ai fréquenté l'université, il était vraiment très très fréquent dans les bibliographies, je pense en linguistique en particulier, on nous renvoie à des articles qui n'avaient pas été repris encore en livre, hein, langue française, langage. J'ai peiné sur des articles souvent que je ne comprenais pas, mais disons que l'objet revu m'était un objet familier. Par ailleurs, je crois que je vous en ai déjà parlé off, comme j'étais un passionné de cinéma, j'ai eu besoin des revues pour que cette fringale, d'une certaine manière, devienne légitime, enfin trouve sa légitimité, que j'en comprenne à la fois les raisons, que je sache parler aussi cette passion. Donc, parce qu'il faut aussi se représenter ce que ça a signifié, et je pense que ça peut quand même encore jouer ce rôle aujourd'hui. De quand on est dans un coin de France tout jeune à découvrir le cinéma. Tout à fait. Et comment est-ce qu'on a besoin de le penser, oui, sans forcément formuler les choses de cette manière-là. Voilà, mais c'est le moment où on passe du magazine, moi j'ai aucun dédain, j'adore ça, il y a plein les acteurs, les photos, les machins, on glisse, mais c'est glissement progressif vers le plaisir. On glisse à une forme de discursivité, d'approche critique qui n'enlève absolument pas la passion qu'on a, mais qui la fait résonner, et je dirais écrit des deux façons, qui la fait résonner. Et voilà, donc c'est un peu ça ma proximité avec les revues anciennes. Ensuite, j'ai été libraire, donc moi qui m'étais éloigné des revues comme tout un chacun, j'ai vu qu'il en existait plein et j'ai découvert des tas de revues. Donc au fond, quand je suis arrivé à Entrevue, j'étais capable, non pas de faire un catalogue exhaustif comme celui que nous développons sur notre site, mais de nommer beaucoup plus de revues que ce que vous venez de faire à l'entrée. Parce que c'était un univers qui était encore familier et sans doute aussi, peut-être que les revues habitaient beaucoup plus l'espace public qu'elles ne le font depuis quelque temps, puisque effectivement les grands journaux de l'époque, enfin le journal de l'époque un peu de référence, Le Monde, régulièrement faisait des comptes rendus, en tout cas faisait place à des notices sur les revues. Donc l'univers des revues paraissait effectivement bel et bien intégré à l'univers littéraire et de sciences humaines également. Et c'est vrai qu'on ne peut que constater, mais c'était déjà le cas finalement au milieu des années 80 quand s'est créé Entrevue, qu'il y a cette déliaison qui s'est créée. Cette déliaison qui s'est créée entre, on va dire, les médias, les grands médias et les revues, et peut-être aussi, c'est une autre question, entre les maisons d'édition et les revues. Oui, parce que beaucoup de ces revues un peu historiques étaient adossées à des maisons d'édition, souvent. C'est ce qui devient rare. Ce qui devient très rare, ou alors elles occupent une périphérie des maisons d'édition, puisque vous nommiez, je crois, Le Débat. Bon, c'est une revue qui est chez Gallimard. Est-ce qu'on peut dire que c'est une revue de Gallimard ? Je ne sais pas. C'est un peu plus compliqué que ça, le montage. Les temps modernes, ils ont encore une liberté, enfin, une autonomie encore plus grande par rapport à la maison. Mais c'est vrai que cette tradition que toute grande maison de littérature se devait pratiquement d'avoir une revue littéraire en particulier, n'existe plus vraiment. Parfois, ça peut leur venir en disant ah ben ça serait bien quand même, puisqu'on va avoir besoin de nouveaux auteurs. Alors ça peut être dans le domaine des sciences humaines aussi. Finalement, ça peut que régénérer notre catalogue. Mais voilà, il n'y a plus, et j'ai même lu il y a quelques années un éditeur qui disait que ça ne lui viendrait jamais à l'idée d'ouvrir une revue. Parce que c'était c'était un modèle économique impossible. Voilà, c'était un peu, c'était périmé, etc. Mais à l'inverse,
pour prendre une petite revue qui existait il y a quelques années, qui s'appelait Les Épisodes. Je me souviens, je crois, ma mémoire fait peut-être un peu, exagère un peu la chose, c'est que la revue s'est aussi arrêtée pour la raison inverse. C'est parce qu'il y avait les auteurs qui avaient commencé là, publié leurs premiers écrits, avaient tous été aspirés, pour leur grand bonheur, par des maisons d'édition. Donc ils n'avaient plus besoin de la revue. Enfin, la revue n'avait plus cet objet d'apparaître aux yeux du monde de l'édition, puisque, ça y est, la pêche miraculeuse avait été faite. Alors peut-être qu'on peut détailler un petit peu le travail très concret que vous faites avec Entrevue et aussi avec la revue des revues. Entrevue, c'est comme ça porte bien son nom. C'est vraiment un intermédiaire, une fédération. Oui, c'est un intermédiaire. C'est plutôt un accompagnement. C'est parce que justement, ça enchaîne avec nos échanges précédents. C'est le dynamisme des revues est tout aussi important que naguère. Leur intérêt, à mon avis, n'est pas moindre. Et pourtant, elles ont un vrai problème de visibilité. Donc, notre premier boulot, c'est essayer de les rendre visibles. C'est compliqué, on peut rendre visibles 2000 revues, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, de ne plus permettre aux gens de dire on ne sait pas qu'elles existent. C'est au moins d'être une preuve de leur existence, rien qu'en les cataloguant. Quand on fait le salon de la revue, il y en a quand même plusieurs centaines, et là les gens sont ébahis, ah bon, il y en a tant que ça, mais c'est vachement bien, mais qu'est-ce que c'est talentueux, etc. Donc voilà, ça c'est le premier, on peut dire c'est la première mission. C'est même les rendre visibles les unes aux autres. Les unes aux autres, puisque souvent c'est des petites monades solitaires qui rêvent toujours d'une communauté, mais qu'elles sont souvent dans l'incapacité, pour différentes raisons, de faire vivre. Et ça c'est très très bien, parce qu'en se rencontrant, d'abord elles se comparent. Elles peuvent dire, ah bah oui, tiens, toi... Mais ça peut être des questions, elles aiment bien parler boutique. C'est quoi ton imprimeur, etc. Ton diffuseur, surtout, puisque c'est la grosse question. Et se comparer, peut-être pour changer, mais aussi, éventuellement, imaginer des boulots ensemble. Donc, déjà, effectivement, informer sur leur existence et s'informer elle-même de l'existence des autres, ça, on appelle ça de tous nos voeux, qui est une sorte par capillarité, qui est une sorte de communauté des revues qui se créent. Mais c'est vrai que, mais ça c'est une mission, on a une mission impossible, c'est d'essayer de convaincre beaucoup de bibliothécaires que finalement elles ne prennent pas des risques financiers considérables en s'abonnant aux revues, parce que ce n'est pas des sommes folles, mais qu'elles vont permettre, comme vous le disiez tout à l'heure, à tel jeune homme ou telle jeune fille qui aime le cinéma, qui ne sait pas quoi faire de cette passion, à trouver là un endroit où la légitimité de ce goût, enfin la légitimité, j'aime pas trop ça, mais en tout cas, qu'elle n'est pas tout seule à voir cette fringale, ou quelqu'un qui écrit ses premières nouvelles, ou etc. Donc, offrir un panorama de revues qui permettent, comme ça, et à des jeunes gens, mais aussi à des jeunes auteurs là qui sont publiés, d'arriver à atteindre un vrai public. Donc, en fait, et ça c'est l'aspect un peu professionnel, interprofessionnel qu'on essaye de développer. C'est pas simple, puisque, par exemple, les bibliothécaires sont soumis à de multiples pressions, d'abord financières, et puis dans une obligation, puisque, effectivement, elles s'engagent du côté de la lecture publique. Alors, pour la lecture publique, effectivement, si je dois choisir entre 3 abonnements à Télérama, par exemple, et un abonnement à Vacarme, ben voilà, le choix est fait. Par ailleurs, disons-le tout net, c'est pas tellement la méconnaissance des revues qui grève ces rapports entre les revues et les bibliothécaires, c'est parce que les bibliothécaires ne savent pas ce que c'est. C'est parce qu'elles n'ont absolument pas, elles n'ont pas de formation du tout. Elles, on dit toujours elles, ils et elles n'ont pas de formation spécifique. C'est-à-dire que dans leurs études, on leur fait faire des sessions sur la gestion des périodiques. Ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque périodique, effectivement, Libération est un périodique, la NRF est un périodique, le Chasseur français est un périodique. Hein, et c'est sur une enveloppe commune, sur les crédits communs, qu'on va être fait le choix d'abonnement.
tout ça. Donc vous pensez bien que les revues passent à la trappe rapidement. Et puis, surtout sur cette spécificité qu'on essaye d'approcher dans notre discussion, là, elles ne la connaissent pas. Donc, ce que je voudrais être un outil utile, mais ça, il faut qu'elle fasse appel à moi, enfin à nous, c'est aller porter la bonne parole. Mais justement, et je reviens à l'incarnation, c'est pas tellement d'écouter André Chabin parler des revues pendant 107 ans pour dire que c'est vraiment formidable, bien sûr, mais c'est montrer le travail des revues. C'est-à-dire que là aussi, il faudrait qu'elles soient incarnées. Et je crois que ça devient irrésistible quand on voit un revuiste qui vient expliquer ce qu'il essaye de faire avec ses moyens souvent dérisoires. Donc c'est aussi ça. Et puis là c'est une tâche par des bibliothécaires, la tâche est encore peut-être plus compliquée avec les médias actuels, puisque on veut essayer au moins une fois par an à l'occasion du salon, mais d'autres fois, que les revues soient nommées, au moins dans la grande presse. Hélas, souvent, on a d'autres choix que de prendre la publicité qu'on n'a pas les moyens de se payer. Mais voilà, c'est aussi un des buts. Donc ce que je dis toujours, c'est essayer de faire un peu de tam-tam autour des revues, même si le tam-tam est fort modeste et à la taille de nos, oui, parce qu'en plus, petits doigts. Oui, c'est des petits doigts, c'est-à-dire parce que il faut préciser que Entrevue est une association, loi 1901, que ce n'est pas un organisme financeur, non. que vous-même, Entrevue est subventionné par le CNL oui. et la région de France aussi pour l'instant. Mais que vous n'êtes pas là pour choisir des revues que non. vous allez élire et subventionner. Voilà. Donc ça c'est vraiment un rôle extrêmement important de l'animation. Voilà. Ce monde des revues a besoin d'être animé, sinon il meurt. Et en plus, ça nous donne, ce que vous dites est tout à fait juste, mais ça donne un côté un peu décalé entre l'existence d'Entrevues, puisque vous connaissez un peu l'association, on est deux personnes, on n'a pas des gros moyens, et souvent les gens à l'extérieur nous perçoivent comme une institution relativement puissante. Puisque effectivement, on fait plusieurs objets, le salon de la revue des revues, on organise des soirées, on organise parfois des journées de réflexion, on fait des séances professionnelles, enfin, on essaye de multiplier, d'avoir 100 bras. C'est pas toujours simple, donc on donne une image de nous, mais comme le font souvent les revues, très prospère, très propre, alors qu'en fait c'est une association extrêmement fragile. Il suffit d'un des financeurs que vous nommiez ou quelques autres, tout d'un coup se détourne de nous ou dédaigne, pour que l'espèce de travail au long cours, c'est vrai que j'oubliais le site, puisque c'est ça qui nous bouffe le plus de temps, qui nous aspire le plus de temps. Le site internet, le site internet qui est vraiment une mine, banque de données, voilà, enfin voilà. Comment on appelle ça, de ressources. Ouais, de ressources extrêmement importantes, qu'on est les seuls à faire. Et c'est pour ça que des fois je dis à mes financeurs sans agressivité, mais plutôt des fois, parce qu'on chicane, c'est normal, entre la SOS qui veut toujours plus d'argent, le financeur qui dit j'en ai de moins en moins, enfin, etc. Pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Mais il faut que vous vantiez l'aide que vous nous donnez. C'est à vous de vous en prévaloir, d'une certaine manière. Vous nous permettez de faire le seul site de référencement bibliographique qui n'est pas disciplinaire, qui n'est pas dans un truc. C'est le seul, il n'en existe pas au monde. Vous nous permettez de faire un salon de la revue. Tout le monde nous l'envie, au salon de la revue. Tous les revues étrangères qui viennent au salon d'automne, ça serait bien. À la limite, tu ne veux pas venir chez nous pour nous montrer comment on fait. Je dis, comment on fait, c'est d'obtenir de l'argent pour le faire. Mais donc, tout le monde voudrait un salon. Nous, on a réussi à le faire grâce à ces financeurs. Donc, ils devraient dire, mais pour les revues, parce que c'est compliqué à aider sur la longue durée une revue, mais par exemple, vraiment, à travers Entrevues, on leur offre une aide assez importante et surtout visible. Donc voilà, mais ce discours, je le tiens tous les ans à mes financeurs, c'est pas, voilà. Et la revue des revues, pourquoi a-t-il été un moment nécessaire ou important Alors là, parce que c'est une revue qui est semestrielle. Là, vraiment, je crois que c'est Olivier et ses compagnons de l'époque Olivier Corpé, ont eu vraiment une riche idée. Parce que s'il y avait bien un objet
qui n'était pas documenté, c'est moins documenté, qui paraissait presque enfoui dans l'histoire culturelle, sur lesquels il n'y avait pratiquement pas de monographie, rien, pas d'études, c'était les revues. Et donc, se dire, mais justement, on va créer cette revue pour désenclaver les revues de l'oubli où elles sont plongées, l'histoire des revues, mais en même temps, jamais oublier qu'il y a les revues au présent. C'est-à-dire que, au fond, ce travail qui essaye de relier le passé au présent, c'est aussi pour valoriser le présent, de dire, regardez bien ce présent avant qu'il ne devienne ces archives dépouillées. Donc voilà, on s'aperçoit qu'il y a un domaine à explorer. Vous imaginez, vous disiez 2000 revues aujourd'hui, des petites, des grandes, etc. Quand on remonte le siècle, on est loin de compte. On a 55 numéros. Et puis ce qui nous plaît bien, en fait, c'est notre vie, on en fait le reproche, c'est d'aller déterrer des revues, mais littéralement oubliées de tous. Jamais citées nulle part. Voilà, et qui vont trouver là, enfin, un moment de leur histoire. Au fond, on arrive à rejoindre des courants de la littérature contemporaine ou de l'écriture, c'est-à-dire des revues ordinaires. Par exemple, donnez-moi un exemple. Mais là, je pense à un numéro qui va apparaître, où il y a une revue dont je n'avais jamais entendu parler. Mais il y a toujours un spécialiste c'est une petite revue qui s'appelait Yo. Voilà, Yo. Je ne peux pas tellement vous en dire plus parce que j'ai presque, voilà, comme la vache, j'ai déjà presque oublié le là pour l'instant parce qu'on est en train de mettre la mise en page. Mais on l'a fait sur beaucoup de revues. On a fait une revue qui a été un peu plus fameuse, mais pas tellement, sur une revue qui s'appelait Yggdrasil, qui a été relativement importante, mais complètement oubliée. Et puis, c'est un article de Guillaume Louet il y a quelques numéros. Et il avait fait avant, mais là, le titre va m'échapper, sur une revue, c'est pareil, complètement oubliée. C'était un article tellement remarquable sur une revue dont personne ne connaissait le nom, que quelqu'un a pensé que c'était un fake. Que c'était une fausse revue, très documentée, etc. Et voilà, mais il y a un plaisir, parce que là, ce qu'on va retrouver, effectivement, excusez-moi de revenir encore sur ce terme, mais mes années 70 ne me quittent pas, le corps. Donc voilà, et c'est vrai que depuis quelque temps, j'ai essayé, mais c'est pas facile, j'ai essayé de donner une petite inflexion à la revue, parce que je ne voulais pas qu'elle soit exclusivement une revue d'histoire littéraire, même histoire de la pensée, histoire culturelle. Donc j'essaye de m'attacher de plus en plus à ce qu'il y ait que les revues actuelles y trouvent leur place sous forme d'entretien, de portraits, etc. Et puis depuis quelques numéros, c'est une initiative dont je suis assez content, c'est que le numéro s'ouvre sur des paroles d'écrivains ou de penseurs. Non pas pour faire un fronton, pour utiliser des termes comme ça, pour faire une accroche, mais c'est pour toujours montrer que les revues sont, j'y reviens, incarnées, que voilà, c'est qu'elles importent aux écrivains contemporains qui, la plupart du temps, ont fait leurs premières armes dans les revues et qui ne l'ont pas forcément oublié, même si parfois ils s'en sont éloignés. Parce que je crois qu'il faut quand même rappeler ça. C'est aussi finalement le rôle, au fond, de la revue. C'est de montrer, mais vous l'avez dit un peu en introduction, c'est de montrer qu'il n'y a pas un courant de pensée, pas un courant littéraire, qui n'a pas été d'abord porté, formé, et ensuite éventuellement critiqué dans les revues. Je défie quiconque, si je sais qu'il y en a, il ne faut jamais faire des défis, de me nommer un poète qui aurait été important au cours du siècle, qui n'aurait pas d'abord fait ses premières armes dans des revues souvent petites, celles qu'on dédaigne, puisque, je vous disais, c'est souvent qu'on ne fait pas tout à fait ce reproche, mais on dit, mais où sont les grandes revues? Mais les grandes revues, elles n'ont pas besoin spécialement d'entrevues, elles ont d'autres ressources, on peut travailler avec elles, mais
Ce goût des petites revues, c'est aussi parce qu'on sait que parfois c'est là, vous citiez la revue Java tout à l'heure. Non seulement elle a été créée par de jeunes poètes finalement qui ne trouvaient pas tellement d'éditeurs, ou en tout cas de revues qui leur semblaient aimables, ou en tout cas accueillantes. Donc c'était en particulier Jean-Michel Espitalier, Jacques Sivan et Vanina Maestri. Donc ils ont trouvé là l'occasion de publier leur premier texte, j'imagine. En même temps, quand ils ont créé Java, c'était un moment, on va dire, d'une certaine mollesse ou d'un certain lisse, comme ça. On va dire à la fin des années 80, si je ne m'abuse, au début des années 90, je n'ai plus la date exacte en tête. Donc eux, ils ont repensé qu'on pouvait faire de l'avant-garde. Donc ils ont été revisités des avant-gardes, et puis ils ont publié des poètes qui sont aujourd'hui les plus fameux, en tout cas les plus connus. Et je crois que c'est la première fois que j'ai lu, vais-je le dire, je vais dire Nathalie Quintane parce que son nom me vient tout de suite. Je ne me souviens plus du second, mais voilà. Non, mais c'est pour prendre un exemple. Si son nom me revient au cours de la conversation, je vous le dirai. Et donc c'est un peu le rôle aussi de la revue des revues, de montrer à travers l'histoire de revues mortes qu'il y avait toujours ça. C'est-à-dire que c'était les premières semences. D'ailleurs, je me permets, parce qu'on a republié, ça fait bien des années, un petit essai de Rémy de Gourmont, qui s'appelait Les Petites Gourmonds. C'est le premier essai de bibliographie qui a été fait, donc c'était en 1900. Alors il n'était pas forcément rigoureux, enfin complet, etc. Mais il disait ceci, je crois qu'on peut appliquer, qu'on pourrait s'appliquer encore aujourd'hui. Sur l'importance des petites revues, je dirais seulement ceci, que jamais, à aucun moment de leur carrière, ni Villiers, ni Verlaine, ni Mallarmé, ni Laforgue ne publièrent leurs œuvres que dans des revues dont quelques-unes furent si petites que leur nom est devenu une énigme. Et ensuite, mais là je ne vais pas lire, ce serait trop long, il faisait une comparaison, justement, entre ce qu'avait publié une micro-revue, la revue indépendante, et la grande revue, la revue des Deux Mondes. Donc on voyait, alors d'un côté, il y avait l'institution, et de l'autre côté, il y avait toute la jeune création. Voilà, et il me disait à la fin, ça te donne à réfléchir. Ce qui donne à réfléchir, en plus, dans ce texte, c'est de constater qu'il y a une permanence de l'émerveillement et de l'inquiétude pour les petites revues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'âge d'or des revues où elles auraient tenu le haut du pavé et il y a une référence constante, même si leur survie économique, y compris même dans la référence, dans le discours, a peut-être été plus grande que maintenant. Oui. Mais néanmoins, l'idée même de l'existence de la revue, il y a une permanence. C'est ça qui est étonnant. Oui. Mais il y a toujours, effectivement, cette fragilité, parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'un âge d'or des revues, puisque effectivement, il y a eu comme ça, au début de l'autre siècle, une floraison de revues qui sont devenues importantes, etc. On ne va pas y revenir, mais on pourrait parler aussi d'un âge d'or, d'ailleurs, des revues. Je trouve qu'on ne le dit pas assez dans les années 60, finalement. D'un autre genre, hein, mais entre tel quel change, communication, l'homme, etc., ça a été vraiment, on va dire, les pourvoyeurs de nos modernités. Donc, mais en même temps, toujours sur des bases extrêmement fragiles. Ne jamais croire comme ça, parce que c'est quelque chose qui m'amuse parfois au niveau de porteurs de revues, que si leur revue marche bien, ils vont pouvoir en faire une vraie structure commerciale et professionnelle. Mais ils peuvent s'accrocher. Hein. Je leur souhaite, au demeurant. Mais c'est compliqué. Et finalement, si on prenait l'histoire des revues, à part effectivement quelques grandes revues, elles ont toujours été dans des situations d'extrême fragilité, sauf soutenues par une institution, parfois un parti politique ou un mouvement politique. Mais justement, c'est une autre forme de fragilité. Et alors vous faisiez allusion néanmoins à des moments de l'histoire qui sont plus prolifiques, plus éclatés, plus lisses. Vous parliez de moments lisses des années 80.
Donc ça peut se lire quand même ça peut se lire dans la vie des revues. Ah oui. Aujourd'hui, quels sont les signaux qui vous intéressent dans la vie des revues, qui signalent quelque chose du monde d'aujourd'hui, Ah, d'une tendance, de pas c'est à la fois, c'est compliqué, puis il y a quelque chose qui me paraît frappant. Elles l'ont toujours été, mais c'est vraiment le goût de l'hybridité. C'est ce qui vraiment me paraît le plus, d'abord le plus stimulant. C'est-à-dire que je pense à Vacarme, qui, elle, l'affirme véritablement. C'est-à-dire, il y avait une revue qui s'appelait Mouvement, enfin qui s'appelle toujours Mouvement, qui est devenu de plus en plus magazine, enfin, peu importe, qui se définissait comme une revue adisciplinaire. Et Vacarme, c'est cela, oui. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que elle veut ramasser toutes les alluvions qui permettent finalement de former l'espèce de fleuve vacarme. Et ça, je trouve qu'elle est emblématique d'un mouvement. Je prends multitude pour rester toujours du côté des revues qui veulent avoir ou qui ont une inscription sociale ou politique assez forte. Mais Multitude se définit aussi comme une revue littéraire et artistique. Oui. Hein. Et je trouve ça frappant. Et dans les revues plus à dominante, plus littéraires, on ne s'étonnera pas, c'est pas tout neuf, mais on ne s'étonnera pas de trouver de la philosophie, du graphisme, etc. C'est-à-dire que, justement, au lisse, au déjà-vu, elles opposent justement cette espèce de création, c'est-à-dire la revue comme création elle-même de pleine forme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît le plus excitant, c'est-à-dire revenir ou tout moins régénérer ce qu'on pouvait appeler naguère comme une revue générale, généraliste. Hein. Et donc, je trouve ce mouvement à la fois formidable et effectivement extrêmement dangereux, parce que déjà qu'on a du mal à identifier les revues, là, elles deviennent complètement innommables. Oui. Puisqu'on ne sait pas du tout... oui, dans votre classement oui, sur le site, où il y a quand même des entrées par discipline. Mais alors là, on est ennuyé, c'est-à-dire où est-ce qu'on va bien, voilà, où est-ce qu'on va bien pouvoir la coller. Mais moi, c'est ce qui me les fait aimer. Oui. Mais à la fois, je comprends très bien qu'un libraire se trouvant, comme ils n'ont pas forcément de table dédiée, ils en ont de moins en moins d'ailleurs, de table dédiée aux revues, je dis, mais où est-ce que je vais mettre cet objet? Alors parfois, ça peut lui porter chance, parce que comme on ne sait pas où le mettre, on va le mettre dans une place tout à fait particulière où on ne va voir que lui. C'est un rêve. Mais parfois, la caisse, mais ça arrive. Voilà, ça c'est vraiment ce que je dirais, je nommerais non pas un mouvement de fond, mais quelque chose qui me paraît bien dans l'air du temps. Oui, c'est intéressant parce qu'on pourrait imaginer que ça dit quelque chose. Là, c'est des réflexions que je me fais en vous écoutant. Hein. Ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose que le présent. Que autant, quand on imagine les revues, par exemple, de cinéma dont vous parliez des années 70, il y avait tout d'un coup une passion forte pour un art neuf, qui était encore assez neuf, qui n'était pas encore massivement critiqué ou dans les médias, en dehors des stars. Et voilà. Autant aujourd'hui, c'est pas une passion monomaniaque pour une chose qui est le moteur, mais l'envie peut-être de recréer des petits mondes. Voilà. C'est assez intéressant. Mais vous avez parfaitement, vous avez parfaitement raison. Moi, c'est ça que je vois. C'est-à-dire que c'est à cheval de tout un monde. Une revue, je vous parlais, vous nommiez une revue La Moitié du Fourbi. Mais je trouve, par exemple, parce que je ne savais pas La Moitié du Fourbi, allez donc savoir pourquoi. Et on ouvre, et justement, il y a une sorte de marqueterie de savoir entre création, critique littéraire, ça peut être du cinéma, etc., qui en fait vraiment un objet, en fait, que je n'avais jamais lu. C'est que toute revue, mais c'est bien aussi les revues qu'on a déjà lues, et on aime retrouver des auteurs, hein, c'est pas ça, mais là, on se dit, mais il n'y a pas de... Enfin, bon Dieu, mais c'est bien sûr.
puisqu'il y a quelque chose effectivement de nouveau dans l'espèce d'architecture que tu proposes. Et donc, voilà, c'est ça le charme. Est-ce qu'il y a quelque chose à raconter aussi de ce que créent paradoxalement les revues, d'une idée, d'explorer un peu qu'est-ce que c'est que le collectif, tout en étant incarné dans un corps, comme vous disiez. Donc c'est ce paradoxe entre la monade, la passion d'un seul, la direction d'un seul, et puis la création de collectifs, petits, fragiles. Ouais. Est-ce que ça... Mais ça, c'est très difficile à examiner. Peut-être que, finalement, mais hélas, il faut que souvent les revues soient mortes, des articles qui sont consacrés dans la revue des revues à qui dirige une revue, qui l'a fait. Puisque sur le motif, elles se plaisent toutes à dire, effectivement, on a un petit collectif, il y a des vrais comités de rédaction, etc. Les choix sont délibérés, délibératifs. Dans la réalité, il y a souvent l'un qui mène la barque. Donc effectivement, mais il y a ce rêve de la communauté. Ça, je crois que c'est vraiment, quand bien même on serait seul pour faire une revue, on rêve de la communauté, puisque précisément, une revue, c'est déjà une communauté de voix, une communauté c'est des langues multiples, etc. C'est quelque chose qui se constitue. On rêve d'une communauté, serait-elle étroite de lecteurs, en tout cas de fidèles, de gens qui vont nous suivre. Et au fond, c'est en ça qu'on fait communauté, quand bien même on serait seul à diriger une revue. Mais parfois, il y a aussi la première chose, c'est moins une nécessité de créer cette revue-là, que la nécessité, dans un petit groupe d'amis, de créer quelque chose ensemble. C'est l'ensemble. Et là, je trouve aussi c'est une belle réponse à notre époque, où nous sommes dans l'adoration du moi, du nom de l'auteur, etc. Elles, les revues, répondent par du collectif. Mais tout ça, vous voyez, tout ce qu'on dit, c'est des vertus, des revues. Oui. Mais c'est des vertus qui sont très difficiles à faire valoir, mais qui peuvent se retourner en défauts rédhibitoires. Alors justement, parlons des choses plus funèbres. Qu'est-ce qui fait mourir les revues? Comment ça meurt une revue? Comment résister à la mort des revues? Je dirais que ce qui fait mourir les revues, non, c'est une plaisanterie, mais je vais le dire quand même, c'est le numéro 3-4. Vous voyez, quand la revue commence, fait un numéro 1, un numéro 2, et puis tout d'un coup, le suivant s'appelle déjà 3-4, oui. Ou 4-5. C'est qu'il y a quelque chose, c'est la maladie du 3. C'est la maladie du 3. Il y a plein de raisons qui font mourir une revue. Je pense, par exemple, il y a une revue qui n'avait aucune raison de mourir. Peut-être. C'est la revue Action Poétique, qui a été une des revues avec Poésie Michel Duguy, qui a été une des revues vraiment dominantes dans la création. Et puis son directeur, Henri Deluy, son directeur, a considéré qu'il s'arrêtait. Pourquoi la revue est-elle morte? Parce qu'il s'est arrêté? Parce qu'il s'est arrêté. Mystère. Parce que quelqu'un... Parce qu'il avait créé quand même quelque chose. Mais alors, je crois que... Oui, parce que je crois qu'il y avait le sentiment qu'il était, lui, légitime, que finalement, peut-être dans l'équipe de rédaction, je n'étais pas... Il n'y avait pas quelqu'un qui avait envie de porter, parce que c'est quand même un gros fardeau, peut-être qu'il y avait une usure même des objets que se donnait la revue, mais enfin, en tout cas, là, vous voyez, il n'y a pas de... Donc, elle est morte parce que quelqu'un est parti. Et combien de fois ça arrive? Une revue, je crois que vous connaissez un peu, qui est la revue Terrain. Il se trouve que la rédactrice en chef est allée vers d'autres lieux. Eh bien, peut-être que l'histoire ne va pas être funeste. Il était question qu'à son départ, la revue s'arrête. Or, pourtant, on peut dire que c'est une revue importante de son domaine. Donc il y a ça parfois, puisque c'est tellement lié
à une personne, à une énergie, à une volonté, à un travail, que quand la vie, les choses, les circonstances font que soit on n'en peut plus, soit on n'en veut plus, soit on va connaître une utopie, la revue s'arrête. Et puis, il y a aussi une des raisons, c'est la dissension. Comme c'est souvent un groupe. Oui, il y a des dissensions célèbres. Il y a des dissensions célèbres. Donc, comme c'est souvent des groupes, en tout cas de personnes proches, voire d'amis, il suffit que les plombs pètent et puis la lumière s'éteint. Il y a toutes ces raisons-là. Et puis des raisons économiques. Voilà, c'est souvent, on le dit souvent finalement. Parfois, c'est une petite revue comme ça qui s'appelait Intention de Pierre-André May, laquelle on a publié une petite monographie naguère. Elle est morte quand il n'y avait plus d'argent, quoi. Je crois que c'était financé par le père du directeur de la revue de l'époque. Quand la bourse s'est refermée, la revue s'est arrêtée. Donc c'est vrai que l'argent est toujours un souci principal. Il suffit qu'un financeur trouve que les numéros que vous avez faits n'étaient plus à hauteur et vous coupe les vivres. C'est pas avec les recettes que vous allez engranger directement et vos abonnés que vous allez pouvoir continuer. Donc, il faut des financeurs pour faire une revue. Oui, il faut des financeurs pour faire une revue. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des vrais passionnés parmi les financeurs, des vrais passionnés de revues? Est-ce que ça existe encore, des mécènes de revues? Des mécènes de revues, je ne suis pas sûr. Non, j'en vois guère. Il peut y avoir telle ou telle fondation, institution qui aide les revues, mais des passionnés comme naguère, il y a eu des mécènes. Je pense à la revue Commerce, comme ça, il y a bien longtemps, et Marguerite Caetani, qui portait la revue. Là, je dois dire, je n'en vois guère. Parmi les financeurs, je crois qu'ils sont, en tout cas, convaincus qu'il est important d'entretenir le vivier de création que sont les revues. Alors ensuite, ils peuvent s'interroger, je trouve assez légitimement, il n'y a pas de mal à ça, est-ce que c'est efficace, cette aide qui donne aux revues? Qu'est-ce que ça leur permet d'exister, mais est-ce que tous les ans, elles ne vont pas revenir demander la même somme pour continuer à exister de la même manière, etc. C'est une question qui est tout à fait légitime. Donc voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de revues qui peuvent espérer beaucoup d'abonnés. C'est ça aussi qui a sans doute changé. C'est extrêmement difficile de gagner un abonné institutionnel. Je vous parlais du rapport entre les bibliothèques. Il y a beaucoup de revues qui sont formidables, qui pourraient être utiles en bibliothèque même, qui n'ont pas d'abonnés en bibliothèque. C'est ça qui me surprend, parce que il y avait une revue qui avait été créée par le Centre international de poésie de Marseille, qui s'appelle toujours CCP. Donc c'était rendre compte de l'actualité poétique, de l'édition poétique. Donc elle avait vraiment comme destination, elle pouvait être une ressource pour des bibliothécaires, pour des documentalistes. Mais c'était misérable, ils avaient comme abonné rien, une poignée au bout de 10 ans. Donc ils ont été obligés de changer leur formule éditoriale. Donc c'est extrêmement difficile de gagner un abonnement, on en perd plus vite qu'on en gagne. Donc voilà, les recettes propres, comme je vous dis, mais on ne va pas revenir sur le sujet, comme elles sont peu présentes en librairie, elles génèrent peu de recettes en librairie. Donc souvent, c'est la vente, j'allais dire la vente directe, qui leur rapporte le plus de sous. Elles écument des petits salons où elles font bon accueil, elles font de plus en plus, parce qu'elles ont bien compris qu'elles devaient s'aider elles-mêmes, elles font de plus en plus de lancements dans des cafés, on veut dire tout l'Est parisien, comme ça, et tramé de lieux, ou des librairies, des cafés, où les revues font des lancements, parce que c'est une chose qu'elles savent très bien faire. Elles savent très bien se lancer. Elles savent très bien se lancer, elles savent très bien sortir de leur page, elles savent très bien proposer des formes différentes, pas forcément que des lectures, elles peuvent faire de la musique, elles peuvent faire une projection, puisque précisément, elles sont tellement plurielles, qu'elles ont toutes ces capacités-là en elles. Alors quel est l'enjeu du numérique? Parce que ça, c'est certainement pour les revues un gros sujet. Comment le passage au numérique? Là, je crois qu'il faut faire vraiment une distinction fondamentale entre, on va dire, les revues disciplinaires, académiques, universitaires. De
de sciences humaines. De sciences humaines, on va dire dures. Oui. Parce que, bon, qui ont pris le virage du numérique. D'ailleurs, elles l'ont pris alors que les éditeurs s'interrogeaient encore si elles allaient mettre leur catalogue. Hein. Oui. Elles n'ont pas attendu, elles sont allées très vite, soit individuellement. Ensuite, il y a eu les deux portails dominants qui ont des philosophies différentes sur lesquelles on ne va pas s'étendre là, Cairn et revue.org, donc qui leur ont donné une existence numérique extrêmement importante. Je crois que c'était essentiel pour la survie du secteur. Je ne dirais pas la survie, parce que c'est une autre manière de vivre. En tout cas, c'est une nécessité. Si on veut qu'il y ait un rayonnement de la recherche française à l'étranger, une diffusion supérieure, etc., il était important de passer par le numérique. Mais tout en étant, quelquefois, certaines tout en étant sur le numérique, gardent quand même leur forme papier. C'est beaucoup en rêve, en fait, d'être sur les deux. Cairn, d'ailleurs, en principe, Cairn n'accueille sur son portail que les revues qui ont une forme papier. Et d'ailleurs, ça donne, avec les... C'est assez étonnant, parce qu'avec les recettes que les revues papier reçoivent des ventes du bouquet dans lequel elles sont insérées, ça leur permet de financer une partie de la revue papier. Donc c'est le vice, enfin, non, voilà, ça fait un cercle assez vertueux, quoi. Ça, c'est pour les revues. Ça, c'est pour les revues, on va dire, plus scientifiques. Plus scientifiques. Pour les autres, il y a des balancements. Au début des années 80, au moment où on a vu des créations absolument formidables, mais vraiment des choses très belles, très réussies, très inventives, qui s'emparaient du média pour essayer de créer autrement, d'éditer autrement, évidemment. Puis un plus, mais ce mouvement-là, il m'a paru s'étioler avec le temps. Mais en revanche, se sont développées d'excellentes revues exclusivement numériques. Je pense à une qui est même assez drôle, la manière dont elle a choisi de le faire. Elle s'appelle Secousse. Donc c'est une revue numérique, mais qui affiche un classicisme absolu. Il y a un ours, il y a des chefs de rubrique, il y a un sommaire, etc. C'est porté par les éditions Obsidian. Donc c'est marrant, c'est comme si c'était rien passé entre le papier, oui. Sauf qu'ils ont eu l'intelligence que les poèmes qu'on peut lire, enfin, les textes qu'on peut lire, on peut aussi les entendre. Qu'il y a des parties sur des films, eh bien on peut voir des images. C'est-à-dire tout en conservant ce côté très polissé de la revue papier, ils ont aussi ouvert, ils se sont élargis comme ça en utilisant effectivement les ressources du numérique. Donc en tout cas, ce que je veux dire, c'est que contrairement à une prédiction peut-être qui satisfaisait quelques-uns, les revues ne sont pas toutes devenues numériques. Elles ne sont pas non plus mortes du numérique. Elles ne sont pas mortes du numérique. Et c'est ça qui m'apparaît, ça me paraît être une belle leçon de choses. Pour ceux qui nous assignaient au numérique. Votre vie, maintenant, ça suffit, papier, personne n'en veut, c'est ringard, c'est foutu, c'est cela. Hop, vous allez sur le numérique, et puis quand vous serez sur le numérique, là, on vous aidera. Eh bien, la réponse est non. C'est que là aussi, elles ont choisi l'hybridité, papier, mais aussi le numérique. Alors, avec parfois une grande intelligence éditoriale, puisque certaines ont développé ce qu'on appelle des sites compagnons, c'est-à-dire que c'est pas une librairie en ligne, une revue à acheter en ligne, c'est un complément éditorial qui n'est même pas un complément, qui est une autre éditorialisation, si je puis dire. Je pense à Vacarme, Multitude, c'était le cas de Larry naguère. Donc elles ont choisi ça, c'est-à-dire qu'en disant pourquoi se priver, puisque je peux utiliser les deux, alors c'est quand même un beau mécano. Et puis c'est vrai qu'elles ont vu de façon toute dans le numérique une nécessité d'avoir une présence là, de faire encore
de multiplier les occurrences de leur existence, quoi. Voilà. Et je ne vois pas, et c'est même ce qui m'étonne d'ailleurs, ça m'étonne un petit peu, c'est que je vois arriver plein parce que c'est aussi une de mes fonctions, de jeunes gens, qui aujourd'hui, eux, sont vraiment de l'ère du numérique. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas que ça pouvait exister de ne pas avoir de smartphone. Et bien ils veulent tous créer des revues papier. Et puis quand on leur demande, pourquoi votre génération, non, on est toute la journée sur un écran. Donc le papier, redevient un recours, ouais. On va dire presque, un endroit presque de jeu, dans tous les sens du terme, ouais. Et d'une autre forme de technicité. Donc voilà, je trouve que la cohabitation peut être tout à fait harmonieuse. Peut-être qu'à terme, effectivement, la nécessité du numérique se fera encore plus pressante et qu'effectivement ça va faire peut-être que le mouvement. Mais franchement, si on m'avait posé cette question voilà, à 10 ans, j'aurais peut-être été plus pessimiste. Quand je vois la beauté des réalisations des revues actuelles sur papier, puis en plus le numérique peut pas offrir parfois quelques-uns des objets qui sont tellement magnifiquement édités et voilà, le numérique les effacerait. Et puis peut-être que comme ce sont tous des petites économies, enfin, je veux dire, elles travaillent toutes dans des petites économies. Ah, oui. Finalement, l'économie qu'on imagine qu'elle ferait en diffusion, par exemple, sur les frais de diffusion ou d'impression en étant entièrement numérique, est presque marginale par rapport à enfin, je veux dire, les économies qu'elles feraient en étant uniquement numérique ne sont pas si importantes que ça dans leur budget, et puis, puisque de toute façon, ils impriment un peu d'exemplaires et ils diffusent un peu d'exemplaires. Et puis en plus, vous savez, le numérique, bon, il n'y a pas de retour. Au moins, quand on imprime du papier, il y a très peu de retour. Alors, bon, après, il faudrait faire des catégories, parce que sur les blogs, mais est-ce que les blogs sont des revues? Évidemment non, mais en même temps, il y a des blogs qui sont presque aussi richement éditorialisés que des sites. Mais quand on fait une revue papier, on peut espérer que quelqu'un la touche, la prenne dans une librairie, dans un salon, etc. On peut espérer des abonnements, on va toucher un chèque. Donc il y a ce retour-là, déjà. Dans le numérique, je ne vois pas très bien, quoi. En plus, vous savez, là, on a toujours une lecture un peu étonnante des revues. Je ne sais pas, moi, je connais très peu de gens qui lisent véritablement les revues. Il n'y a que vous? Non, non, heureusement, parce que j'ai quand même autre chose à faire, il faut que j'aille au cinéma. Non, c'est parce qu'une revue, on prélève, on lit un article, on dit cet article-là a l'air bien intéressant, mais ça, je le lirai plus tard. Je vais sans doute peut-être dire jamais. Mais en tout cas, on garde la revue. Mais en tout cas, on a l'objet total. On a l'objet, le projet est devenu cet objet-là. Dans une revue numérique, qu'est-ce qu'on lit? Où est la revue comme objet? Et où est-ce que la revue, je reviens au corps, comme totalité? C'est compliqué, c'est autre chose. Donc, à mon avis, ce n'est pas du tout le même type, enfin, pas du tout, les oppositions sont toujours un peu sottes, c'est pas la même manière de faire de l'éditorial. Et c'est sans doute pas la même pratique de lecture. Et il n'y en a pas une qui disqualifie l'autre, ou qui valorise l'autre, peu importe, c'est pas la même chose. Sur Internet, on y va pour prélever. Est-ce que finalement, lire les revues, faire les revues, fédérer les revues, ça donne une vision du monde. Il y a une forme d'être au monde qui n'est pas la même chose. Il y a quelque chose de politique au sens très large. Mais c'est ce que vous dites. C'est recréer une revue qui s'appelle Multitude. C'est faire vivre des multitudes. Les micro-initiatives qui n'ont plus peut-être contrairement à naguère, qui n'ont plus de vision globale de ce que doit être le monde, mais qui ne cessent de faire ce petit travail critique,
ou de pose de petits cailloux blancs partout. C'est-à-dire, c'est refaire du maillage du territoire, donc aussi de la communauté. Serait-elle petite, si elle pouvait s'agrandir, communauté de communauté, etc. Je cite souvent, on m'avait demandé, pour le numéro 21 de la Revue des Revues, à des penseurs, des écrivains, nous dire leur rapport aux revues, etc. Il y a eu Duvigneau, Virilio, Madame Amberiou, Dominique Noguet, plein de gens. Et puis on avait demandé à Michel Vinavert de dire son rapport aux revues. Et on a été très surpris en lisant son texte, puisqu'il n'y avait pratiquement pas un mot de lui. Il avait recopié un extrait d'une encyclopédie scientifique. C'était consacré au ver de terre. Puisqu'il relatait dans cet article, je ne sais plus où, hein, c'est trop lointain désormais, qu'il y avait trop de vers de terre dans tel ou tel endroit, donc on avait essayé de les éradiquer, parce qu'ils étaient envahissants. Donc on les a éradiqués, et du coup, la terre est morte. Puisque les vers de terre assurent l'aération et la régénération de la terre. Alors, même si l'image n'est pas forcément très glorieuse, c'est un nom d'animal qui manquait à votre liste, moi j'en accepte l'augure. Je veux bien que les revues soient des vers de terre, parce que précisément, elles donnent de l'air, alors que précisément, quand on regarde les grands médias dans une fausse diversité, les grands journaux dans une diversité de plus en plus pâle, on a l'impression qu'on manque littéralement d'air.